Salut, moi c'est Guillaume. Je suis gay et je vais te faire une confidence. Sexuellement, je suis pas super épanoui. Et sur ce sujet, je me suis toujours senti seul et isolé. C'est pour ça que je lance ce podcast. Je veux faire ma petite part pour libérer la parole et aider plein de gays, de bi et de queer à s'épanouir dans leur intime. Je t'explique comment. Le dimanche, je publie un épisode témoignage. Un homme gay, bi ou queer, pas hétéro quoi, vient chez moi me raconter sa sexualité et comment il tente de s'épanouir. Le mercredi, c'est Hotline spécial sexe. Avec un médecin gay, on te partage des conseils simples et testés par nous-mêmes pour s'épanouir sexuellement en restant en bonne santé. Alors je fais ce podcast solo et tes retours d'auditeurs me sont vraiment précieux. Je te mets mon email et mes réseaux sociaux dans le descriptif de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message même si toi et moi, on sait que tu vas y aller surtout pour voir ma tête. Ah, une dernière chose, je tente de vivre de mes podcasts. Pour le moment, je reçois en moyenne 200 € de dons par mois. C'est très chouette, mais on est loin du compte. Alors si tu peux, fais un don. Je te mets le lien dans le descriptif de cet épisode. Ou si tu es un potentiel sponsor, contacte-moi. Et sinon, ça m'aiderait vraiment si tu mettais 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est comme ça que les algorithmes proposent mon podcast à plus de gens, m'aidant à trouver les prochains témoignages. Allez, place à l'épisode. Bonne écoute. Dans la suite, là, c'est quoi ton chemin d'épanouissement ? Pour la suite, Ouais. franchement, je sais pas. Je pense que je suis un peu bloqué. Mais dès que je peux recommencer ma vie sexuelle. Bloqué ? Parce que je peux pas. Maintenant, je suis pas disponible. Vu que mes piercings me rendent encore plus. Soit. C'est-à-dire, soit. J'entends que là, aujourd'hui, c'est Oui. une impossibilité de corps. Oui. Bon, après, il y a un moment donné où ça va refonctionner. Oui, Tu donc. te sens quand même bloqué ? Non, je verrai. J'ai des contacts avec qui j'ai parlé pendant très très longtemps, enfin pas pendant assez longtemps, des mois. Donc à chaque fois qu'ils me posent la question, je leur ai dit je suis pas dispo. On verra après quelques mois. Donc, je pense j'ai un peu hâte de les rencontrer en vrai. Alors c'est quoi la suite de ton chemin ? T'as envie de quoi pour ta sexualité ? Je dirais des rapports un peu osés, mais enfin, je pense que je resterai empêché par ce côté un peu protection. Sinon, j'aimerais bien avoir des rapports dans les lieux un peu insolites, ou avoir des plans à plusieurs. Ou avec des gens, des nouveaux mecs, même si c'est un rapport classique. Oui, c'est un peu comme ça. Je sais pas, de ce point de vue, je pense que je reste assez ouvert. C'est juste. Comment tu comprends l'hypocondrie ? C'est un mot que je connais pas, mais je pense que c'est lié à l'angoisse. C'est ça ? Exactement, excuse-moi. Non, l'hypocondrie, c'est le fait d'être angoissé de façon irrationnelle et puissante et handicapante par la maladie. C'est-à-dire, il ne s'agit pas... Enfin, si tu as un rapport non protégé, tu as pris un risque et si tu as peur face à ce risque, c'est pas de l'hypocondrie. L'hypocondrie, ça va être alors que... Bon, déjà, excuse-moi, je m'interromps parce que je suis pas le dictionnaire et possiblement je suis en train de dire une grosse connerie. J'ai soudainement peur de dire une connerie, ce serait pas la première fois. De ce que j'ai compris, c'est l'hypocondrie, c'est alors que tu as des informations rationnelles. Voilà, j'ai porté une capote et j'ai pénétré. La puissance de l'angoisse se fiche de ce rationnel et te fait créer toute une histoire et te voilà en train de courir à l'hôpital pour faire un test d'urgence. Ça, c'est le début, quand je connaissais pas trop la PrEP. Mais après, grâce au podcast en France que j'ai écouté aussi, il y a beaucoup de mecs qui parlent de la PrEP et aussi sur le profil. Aujourd'hui, tu es plus hypochondriaque. Pas autant. Tu viens de dire le blocage des maladies va continuer et va m'empêcher sur mon chemin de sexualité. Oui, mais pas autant. Mais pas autant quand même. Mais encore. Oui, encore. Oui, parce que il n'y a pas que le VIH. Il y a d'autres maladies et je vois mal pourquoi je dois subir des piqûres pour le plaisir d'un inconnu. Et pour ton plaisir ? Me faire pénétrer avec une capote et sans capote, ça me ferait pas grande différence. Ok. Ah, pardon. Quand tu dis blocage, c'est que dès lors que tu demandes à l'autre de porter un préservatif, non, je pense, oui. Tu sais qu'il va y avoir moins de candidats. Oui.
C'est ça que tu voulais Exactement. dire. Ah d'accord, oui. Mais toi, ça te bloque pas. La peur de la maladie t'empêche pas d'avoir une sexualité épanouie. Non, au niveau rapport, dès que le mec est d'accord de mettre une capote, le rapport sexuel, ça me va très bien. Juste le fait qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent le barebacking. Donc, c'est-à-dire le rapport sexuel sans capote, sans rapport, oui. Sans protection. Ouais. C'est déjà, ouais. Donc, ça retire une base de quantité dans ma recherche. Ouais. Oui. Et je ne sais pas si c'est assez courant. Je pense que les gens ne lisent pas les profils, souvent. Et moi, je regarde particulièrement la situation, le statut VIH dans chaque profil. Pourquoi ? Peut-être c'est pour cette hypocondrie. Oui. Mais alors, tu es d'accord que, du coup, une personne porteuse du virus, oui, je sais, qui l'indique, bon, à vérifier, mais normalement, elle l'indique. Oui. C'est donc qu'elle est sous traitement. Elle connaît son statut, donc oui. Elle est sous traitement. Et comme elle est sous traitement, elle est indétectable. Oui. Ça, je le connais. J'ai posé la question à mon médecin traitant à l'époque. Du coup, ça fonctionne pas. En fait, tu devrais être inquiet dès lors que les gens ne connaissent pas leur statut. Oui, ou les mettent pas. Le mettent pas, c'est ça que tu voulais me dire ? Je regarde les gens s'ils le mettent ou pas. Si les gens ne mettent pas, même si ça me plaît beaucoup, j'ai moins de tendance à parler avec eux. D'accord. Alors même que tu es sous PrEP. Oui. Mais même tu peux pas en fait attraper le VIH du coup, si tu prends ta PrEP avec précaution. Oui, mais encore une fois, il n'y a pas que le VIH. Et je pense que j'ai posé, c'est peut-être lié à ton helpline que tu es en train de développer. Il y a beaucoup d'articles qui est très très médical. Parce que je voulais comprendre le mécanisme de contamination, parce que j'aimerais comprendre, est-ce que avoir du sperme dans les yeux, ça peut te contaminer ? Et théoriquement, c'est possible. Hein. Pas quand tu es sous PrEP. Le risque est minimal, mais oui, mais le risque, il n'y a pas de risque nul, hein, de ce que je comprends. Pour moi, on est au cœur de l'homophobie internalisée. Oui, ah oui. C'est mon avis. Mmh. C'est que ton cerveau, nos cerveaux, créent tout un tas d'histoires. Moi, j'entends que du coup, tu es conscient des risques. Et est-ce que le risque zéro n'existe pas. Voilà, les risques zéro n'existent pas. Tu es sous PrEP, tu es vigilant, tu t'informes. Et il y a un moment donné où j'ai l'impression que tu t'informes sur l'information et tu crées toute cette histoire. Au final, ces histoires indiquent sexualité égale danger. Et pour moi, c'est l'homophobie internalisée. Sexuel et sans protection, c'est danger ? Mais non, avec des inconnus. Il y a un truc qui se raconte pour toi. Excuse-moi, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis personne pour juger quel niveau d'information médicale tu souhaites. Tu es bien libre. Moi, dans ce que j'entends, il y a quelque chose qui se raconte et d'une incapacité à jouir. C'est ça que j'entends, moi. Oui, je pense peut-être. Dans le moment où tu lis des études médicales alors que tu es sous PrEP pour savoir si, avec un petit peu de liquide dans l'œil, tu peux recevoir tu peux avoir le VIH. Il y a quelque chose. Si tu es à ce niveau de peur de risque, ne sors plus dans la rue, puisque tu peux te faire écraser. À mon avis, le taux de chance. Oui, c'est ça. C'est un parcours. Parce qu'au début, je suce avec tes capotes. Hein. Ouais. C'est au fur et à mesure, en prenant des PrEP, en écoutant des podcasts. Ouais. Je pense que maintenant, tu chemines, quoi. Oui, je suis plus à l'aise. Je comprends comment ça fonctionne. Hein. Ouais. Mais encore une fois, il n'y a pas que le VIH. Hein. Ouais. Oui, peut-être sur ce point, tu as raison, mais à l'époque, parce qu'il y a des mecs qui voulaient jouir sur mon visage. Bien sûr. Et je leur ai dit oui. Donc il y a un moment où il y a des spermes qui tombent dans mes yeux. Ouais. Et t'es allé t'informer pour savoir. Oui. Bien sûr. Parce que c'est pas le même traitement que tu vas prendre quand tu es exposé. Enfin, je crois que quand une fois que tu es exposé, il faut plus prendre la PrEP, il faut prendre un autre traitement. Moi, je suis pas médecin, donc vaut mieux que les gens aillent voir leur médecin. Mais à partir du moment où tu prends la PrEP avec la bonne assiduité,
avec le contrôle médical et les tests réguliers. Moi, de ce que j'ai compris et de la façon dont je navigue ma sexualité, je peux ou ne peux pas porter des préservatifs. Je suis protégé pas des mêmes choses. Donc la PrEP, c'est que le VIH. Et donc, je ne suis pas protégé des autres MST, on est bien d'accord. Oui. Mais donc, du coup, quand tu parles de VIH alors qu'on prend la PrEP, tu me perds un peu. Mais bon, en tout cas, pour moi, dans mon cheminement à moi, l'hypocondrie les enjeux de performance sont des choses liées à l'estime de moi et à ma capacité à m'aimer en tant qu'homosexuel. Avec, tu vois, moi je découvre, je te rejoins tout à fait sur cette pression de la performance dès lors que tu dois bander, dois pénétrer et dois donner du plaisir à l'autre. Ces 3 doigts, petit jeu de mots, sont envahissants et te mettre une main dans la gueule. En tout cas, moi, je sens et je travaille ça. Je ne sais pas si c'est de l'homophobie internalisée. Je ne sais pas si c'est peut-être pas plus en lien avec mes autres... Oui, je sais pas. Ouais, c'est ça, t'as raison. La performance, le porno, l'exigence, tu vois. Oui. Et c'est sûr que moi, j'aurais trop du mal à... Si j'éjacule en 2 minutes, je serais là, putain, merde. Mais en vrai, je me souhaite d'être avec quelqu'un, ce qui est le cas. Tiens, en ce moment, j'ai des rapports sexuels avec quelqu'un qui m'aide vachement sur ce rapport à la performance. Et j'ai trop envie de m'autoriser à être sur le chemin où, en fait, bah là, dans cette pratique sexuelle-là, cette pénétration ou ce geste, j'ai été trop rapide, trop ceci, pas assez cela, mais en fait, je suis en apprentissage. Oui. Et j'aimerais trop cet espace d'apprentissage parce que je pense que tu pénètres, t'éjacules. Si petit à petit, si jamais l'enjeu c'est d'éjaculer trop vite, si petit à petit tu crées un espace d'apprentissage où tu essaies de comprendre, de jouer avec ta respiration, ou je sais pas, dans tes va-et-vient, etc., et que l'autre est ton allié pour un plaisir ensemble, bah, c'est génial. Oui, je suis d'accord. Et c'est pas facile. Non. Surtout avec tes inconnus, avec des mecs qu'on connaît, c'est pas trop, ouais. C'est souvent juste pour vider les couilles. D'où l'importance de travailler sur soi, parce que si tu veux un épanouissement sexuel avec une personne récurrente que tu connais, alors il faut abattre les obstacles qui sont pour toi l'ennui et ou la peur de la différence de l'autre. Oui. Effectivement, je suis d'accord. Y a une dernière chose que je voulais aborder avec toi. Oui. Tu me parlais de racisme dans notre pré-entretien. On n'en a pas parlé aujourd'hui. Non, pas trop. Tu me parlais de racisme internalisé. Et subi les deux, à la fois les deux. Tu m'as parlé des deux, ouais. Oui. Donc tu veux qu'on... Mais je suis un peu hésitant parce que est-ce que c'est toi qui m'en avais parlé ? Oui, parce que c'est un point un peu à part. On n'a pas pu intégrer là-dedans, mais est-ce que c'est moi avec des gros sabots qui le ramène et en fait pour toi c'est pas essentiel dans ton épanouissement sexuel, tu n'as jamais parlé de racisme. Est-ce que tu m'en as parlé en pré-entretien mais pas là parce qu'en fait c'est pas important, ou en tout cas c'est un détail, mais ou est-ce qu'on en parle parce que tu as oublié, et pourquoi tu as oublié ? Parce qu'on a je pense qu'il n'y a pas un chemin qui nous amène sur cette piste-là. De toute façon, parce que les racismes que j'ai subis ou je pratique, ça rentre pas dans ma vie sexuelle. Non. Oui, parce qu'il n'y a pas des gens qui... parce que les gens parlent beaucoup de la violence et du racisme sur les réseaux de rencontres. Oui. Tu m'as dit que tu étais uniquement sur les réseaux de rencontres. Est-ce que toi, on t'a déjà rejeté parce que tu es chinois ? Asiatique plutôt. D'accord. Oui. Oui, je comprends. Donc ça s'intègre dans ta sexualité ? Oui. C'est juste que j'ai jamais eu de rapport avec quelqu'un qui sont racistes, qui est raciste. Oui, en fait, ça fait des années que je suis en France. J'ai jamais subi le racisme ailleurs, autre que sur les applis de rencontre. C'est ça qui m'a un peu choqué. Ce qui m'a un peu choqué en plus, c'est surtout, il y a des jeunes de mon âge qui prononcent ces paroles.
J'étais en mode, ok, bon, si c'est... Les paroles qui sont... Enfin, t'es pas obligé de les redire. Oh, je peux le dire. Mais c'est de la violence, c'est des insultes, quoi. Oui, mais... Sur Grindr, c'est-à-dire les gens trouvent ton compte, pour que je comprenne, et t'envoient gratuitement des insultes. Non. J'aurais dit que ça, c'est trop... comment ça se dit évident. Je parle plutôt du racisme où les gens peut-être ne sont pas conscients. D'accord. Il est un mec c'est sur Roméo. Il a 25 ans. Il est de ma génération. Hein, il est très jeune. C'est pour ça que je croyais qu'on a le même niveau de conscience au niveau du racisme. Il m'a contacté 2 ou 3 fois. Ah, pareil, hein, j'ai mis pas de photo de ma tête, hein, mais j'ai bien indiqué sur mon profil, je suis asiatique. Il m'a contacté 2 ou 3 fois. Je pense que mes photos lui plaisaient beaucoup. C'est pour ça qu'il est revenu. À chaque fois quand je me montre, il m'a dit, ah oui, en fait, je ne suis pas intéressé par les Asiatiques. J'étais en mode, ok, t'avais qu'à dire, je ne suis pas intéressé, point. T'avais vraiment pas besoin de rajouter, je ne suis pas intéressé par les Asiatiques. Donc, je lui ai dit, ok, bon, on s'arrête. C'est très fréquent pour toi, dans ton expérience des réseaux sociaux? Dès le début, je pense qu'il avait beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Après, peut-être j'attends que les gens viennent me parler pendant cette période parce que je ne suis pas à la recherche active des plans cul. Avec tes piercings, c'est ça? Donc, quand les gens viennent me parler, j'ai moins de ce cas de figure. D'accord. Mais oui, pardon. C'est un mec. Et puis, il m'a contacté une 2e fois. Et j'ai refait la même chose. Je lui ai dit, tu m'avais dit que je suis pas intéressé par t'étais pas intéressé par les... Oui, il a dit oui, en fait, c'est vrai. Ouais, ça, c'est un cas qui m'a marqué. Il y a aussi, je crois que j'ai croisé un mec sur le profil. Il a dit, pas de black, pas d'asiatique. Je suis pas raciste, c'est juste une préférence. Et j'étais en mode, ça c'est du racisme pur et dur. Au potentiel. Oui, encore une fois, c'est un jeune. Ouais, c'est ça qui t'a... Tu parlais aussi du racisme que toi-même tu fais, ça veut dire quoi? Parce que, peut-être pas comme beaucoup de Chinois qui regardent beaucoup de porno asiatique. Je regarde beaucoup de porno européen ou américain. Alors attends, excuse-moi. Oui. C'est de notoriété publique que les Chinois regardent du porno chinois? Non, c'est juste les gens autour de moi, quand je leur pose cette question. Donc tes amis chinois ou asiatiques disent, ah oui, moi le seul contenu... Pas le seul, mais ils préfèrent regarder des pornos à japonais ou asiatiques. Ok, d'accord. Je regarde beaucoup les pornos parce que, je sais pas... Européen, toi c'est plutôt européen. Oui. Européen, ça veut dire quoi pour toi? Blanc? Les deux. C'est pour ça que... Et je suis d'accord que la plupart sont des personnes blanches. C'est pour ça que quand je suis arrivé en France, j'ai cette idée que, ah oui, j'ai enfin pouvoir coucher avec des gens que je vois dans les pornos. D'accord, ouais. Ton fantasme. Oui, un peu de fantasme, parce que je vois très peu de porno asiatique. Et au fur et à mesure de ma recherche, je me suis rendu compte que j'ai parlé beaucoup avec des Caucasiens. Ouais. Et pas beaucoup de personnes noires. Ouais. Et je me suis rendu compte que oui, peut-être c'est... Ou si j'avais envie de contacter une personne noire, c'était pour chercher une grosse bite. Ouais. Comme les clichés dans les pornos. C'est pour ça que, avec la frustration, les déçus, etc., donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai parlé uniquement à ceux qui me contactent en amont. Ouais. Et le constat, c'est qu'il y a très très peu de personnes noires qui viennent me contacter. Donc, ce qui a fait quoi que ce soit si je cherche, je contacte pas mal de gens blancs. Et si ce sont les gens qui viennent me contacter, ça reste la plupart des gens non blancs. Ah non, pardon, non noirs. Donc, je sais pas. Je me suis posé la question, comment je fais pour ne pas être raciste dans cette recherche. Si je contacte une personne noire, comment je peux ne pas chercher une grosse bite? Voilà, c'est un peu les deux côtés. Hein. Le racisme que j'ai subi et le racisme, je pense... Que tu peux, toi. Oui, que tu peux. Parce que j'ai pas grandi dans un pays où on a beaucoup de diversité. Hein. C'est la société chinoise, même si on a beaucoup d'ethnicité, mais la race, c'est assez homogène, hein. C'est asiatique.
Point. Donc, on n'a pas vraiment cette culture d'éduquer les gens, d'avoir des éducations raciales. Je me suis beaucoup je me suis fait éduquer par plutôt les films, les livres, les articles américains. Donc, j'ai plutôt cette idée qui s'aligne plutôt avec eux, au lieu avec des Européens, je crois. C'est pour ça que ces racismes que j'ai subis sur Grindr, ils m'ont choqué. Parce que je pense que ça me choque encore plus si ça sort de quelqu'un qui ont le même âge avec moi. On arrive à la fin de notre échange. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important que tu n'as pas dit, ou un détail que tu avais envie de partager, que tu n'as pas pu partager? Ah oui. Si on parle de mon blocage, de mon épanouissement sexuel, le lavement, c'est un point très très important, mais on n'a pas vraiment beaucoup développé là-dessus. Je pense que tu vas sortir un épisode là-dessus. Oui. Sur la hotline, on va faire... et d'ailleurs, si j'ai ton accord, j'utiliserai le message que tu m'as envoyé. J'ai reçu 2 messages de questions sur le lavement. Okay. Le lavement anal, ouais. Tu veux en dire 2 choses? Oui, c'est juste... Le problème que j'ai avec mon lavement, c'est parce que ça prend trop longtemps, ce qui m'empêche d'avoir cette spontanéité pour répondre aux besoins des mecs sur les applis. Donc déjà, je suis asiatique et je ne suis pas souvent dispo et je fais beaucoup attention à la protection. Donc j'ai un choix assez limité pour avoir des rencontres. C'est ce qui fait que je ne me sens pas tellement épanoui sexuellement en ce moment. J'ai presque entendu, tu fais le choix de ne pas avoir beaucoup de... Oui. Pourquoi Pourquoi mettre... Tu mets combien de temps à faire un lavement? Du coup, tu dis ça prend beaucoup de temps? 2 heures ou plus. 2 heures ou plus, ouais. Pourquoi? Parce que c'est pas propre. Et alors? Non, je veux pas d'accident. Je pense qu'il a toujours cette idée de performance ou de... je veux pas d'accident. Moi, je trouve que c'est vraiment une opinion, un jugement, mais... Oui, vas-y. Mais moi, je trouve, et quand je t'entends, je trouve qu'on se crée des barrières qui nous font souffrir. Et... bon... Il faut que tu écoutes cette prochaine capsule de la hotline où on va décrire le lavement. Ah, ça va sortir bientôt, là? Mais normalement, je l'enregistre mardi, donc après. Ah oui, ok. Donc c'est la 2e épisode. C'est le 2e épisode, ouais. Bon, j'ai hâte. J'ai hâte. Et vraiment, le lavement il peut durer 2 heures et plus si tu le souhaites. Bon, faudrait vérifier avec un médecin que ça ne te heurte pas la flore anale ou... parce que je pense que quand même faire plus de 2 heures à se mettre de l'eau dans une partie intime, ça, je suis pas sûr bon, mais je suis pas médecin. Mais là, comme c'est une forme de souffrance et de blocage, pour moi, c'est avec la peur des maladies, quelque chose que ton cerveau crée pour empêcher. Est-ce que c'est agréable d'avoir un accident, d'avoir des selles dans un rapport anal? Pour les gens, c'est plus ou moins chiant. Bon choix de mots. Et j'entends que c'est pas un moment confortable. Et je suis pas en train de dire on s'en fiche de la question de la propreté. Il s'agit pour chacun d'entre nous de créer un endroit d'intime où on prend soin de soi. Et moi, je sais que le lavement m'aide beaucoup à me détendre et m'aide à avoir un épanouissement sexuel. Oui, bien sûr. En revanche, le jour où je tombe sur quelqu'un alors que j'ai un accident qui m'humilie ou pour qui c'est la fin du monde, genre je réagirais très mal parce que je suis mais gars, en fait je suis désolé, ce trou-là, petit cours d'anatomie, qu'est-ce qui s'y passe? Et du coup tout ça c'est complètement normal et du coup tu payes un prix très élevé avec cette angoisse de propreté, cette angoisse de maladie. Et je dis pas que le curseur doit être à l'opposé, on s'en fout, on fait rien, mais il existe un endroit où il est bon pour toi pour prendre soin de ta santé, pour prendre soin de ta propreté et pour prendre soin de ton anatomie pour permettre un super rapport sexuel, tu vois. Mais c'est une création, c'est une croyance. Mais j'ai pas de mal vécu, hein. Que ce soit si c'est l'autre. Oui, même si c'est l'autre. C'est dur de faire un lavement de plus de 2, 3, 4 heures, tu vois. Mais j'ai eu des... Tu t'es enfermé.
Oui, mais j'ai eu des accidents déjà, que ce soit l'autre qui n'a pas bien lavé. J'ai jamais dit on continue, il n'y a pas de souci, je comprends que ça arrive. Et si c'était moi que ça arrive, l'autre n'a jamais mal réagi. Hein, donc j'ai pas de mal vécu. C'est juste une exigence de moi, de mon côté. Il faut que. Mais une exigence dont tu vois le prix. Oui. Il faut que tu sois d'accord. Mais du coup, là, tu as décrit, dans ta phrase, tu as dit, à cause de ces exigences, j'ai pas beaucoup de choix, puisque je suis pas spontané. Et j'avais envie de te faire entendre que tout ça, c'est des choix. Oui. Que tu subis pas, tu vois. Et tu peux aller à la rencontre de ton rapport à la propreté pour apprendre, si tu le souhaitais, à modifier ton curseur et trouver une façon de faire des lavements, de respecter tes besoins et d'avoir plus de disponibilité sexuelle si tu le souhaitais. C'est pas quelque chose que tu subis, quoi. Ça marche. Oui, t'as raison. Mais bon, là, je me transforme un peu en coach, alors que je devrais pas et tout, mais c'est vrai que moi, ton témoignage me parle vachement et je t'invite vivement à écouter la capsule sur le lavement parce que moi, en gros, ça me prend 10 minutes. Oui, c'est pour ça que j'aurais aimé te faire ça parce que je me rappelle une expérience très très vivante. Quand j'étais en Espagne, je voulais faire un truc rapide parce que en regardant Anatomie, c'est ça? Ouais. Je sais qu'il y a un moyen, tu te laves juste la partie rectum et pas le côlon, etc. Je voulais faire juste quelques secondes, injecter de l'eau pour quelques secondes pour que ça lave juste cette partie. Et j'ai fini par passer encore plus de temps. Ouais. Et je pense qu'il y a un moment où, quand je sors de la douche, il le faisait dès la nuit. Et je me sentais déhydraté. C'est pour ça que je me suis dit, ok, bon, j'arrive pas à faire rapidement, donc à chaque fois quand je fais un lavement, je vais faire un lavement complet. Ouais. Donc ça prend encore plus de temps. Ça arrête là. Ouais. Je vais mettre dans le descriptif de cet épisode et je vais t'envoyer là juste après une super BD en plein de langues sur le lavement anal et qui décrit bien les étapes. C'est genre 2 pages, c'est trop bien fait. Je sais pas si je l'ai déjà vue. Elle est trop bien, franchement. Oui. Moi, je la trouve super cool. Et en effet, tu as différents types de lavement et tu en as un pour le fist qui est beaucoup plus. Et pour pour les gros pénis, les gros objets et les trucs. Et du coup, dans la capsule qui va paraître là, on va aussi parler donc à la fois de l'acte du lavement, voilà les 3 trucs à faire, et aussi de l'impact de la nutrition ou d'autres trucs hors lavement. Oui. Voilà, parce qu'après, j'ai du mal aussi à comprendre comment, au bout d'un certain temps, l'eau qui ressort de ton anus ou de ton rectum n'est pas claire. Au bout de... Pardon. Ouais, ce que je comprends, c'est que toi, tu laves, et plus ça sort, et l'eau est jamais claire. Oui. D'accord, ok. Après, je suis pas médecin, mais il y a un moment donné où, après, ça dépend quand est-ce que tu as mangé et tout, mais on n'a pas des matières fécales dans notre intérieur. On n'a pas 45 kilos de matière fécale en nous, tu vois. Mais je pense que ce qui m'a fait peur, c'est que quand tu fais un lavement assez profond, il faut que tu sois assez sûr. Sinon, le catastrophe, ça va être faire une scène. Hein. C'est pour ça que si c'est un lavement juste au niveau de rectangle, si c'est pas propre, ça me va. Ouais. Mais si je sais que j'ai déjà fait un truc profond, et si j'ai un accident, ça va être assez grave. Donc, c'est la peur qui régit beaucoup de... Oui, je veux pas un anus qui explose de l'eau, qui sont malpropres, mais bon. Ouais. J'ai jamais eu ça, mais j'ai peur. Ah, tu l'as jamais eu non plus? Okay. Non, c'est juste, c'est assez, bon, c'est pas aussi traumatique, mais j'ai passé beaucoup de temps pour ne pas avoir une explosion. Ouais, je comprends. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin? En remerciement. Merci. Je sais pas si... Je pense qu'il y a des points où j'étais pas bien dit au clair. Parce que tu étais très bien. Ok, merci beaucoup. Pas d'inquiétude. Merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup. C'était très chouette. Oui. Et à bientôt. À bientôt. Merci. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes.
Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.